Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser 10 mythes sur les candidats russes et le marché du travail russe. Bonjour Alexandre, et c'est parti pour le quiz sur le marché de l'emploi russe. Le premier mythe est que la Russie est pauvre et donc qu'il y a beaucoup de candidats disponibles. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est faux plutôt que c'est vrai. Effectivement, la Russie n'est pas ce qu'on appelle un pays riche au sens des revenus de population, mais c'est un pays qui est un État très très riche. Donc, et on considère aujourd'hui, selon les statistiques officielles, que sont considérés comme pauvres et dans le besoin, soit les gens qui ont moins que le revenu minimum vital, qui est de 150 €, soit les familles au sein desquelles les deux conjoints ont 2 fois des revenus inférieurs à 15 000 roubles, ce qui est à peu près 200 € par tête. Près de 50% des gens considérés comme pauvres sont des Russes qui ont entre 35 et 50 ans, donc des gens qui sont dans la force de l'âge et qui sont en âge de travailler. Ça, c'est les statistiques. Aujourd'hui, on estime que le taux de cette population pauvre et dans le besoin, qui était de 50% en 2000, est tombé à 10% en 2012. Et là, il est remonté à 13%, puisqu'on en a parlé dans une précédente vidéo, depuis l'ère des sanctions et la chute du prix des hydrocarbures, l'économie russe s'est ralentie. Mais tout ça reste sujet quand même à un autre facteur d'analyse, c'est que tout d'abord, on parle de limites financières, donc on peut vite passer dedans ou dehors, donc, et c'est des sommes assez faibles. La deuxième chose, c'est que il y a une grande partie de l'économie qui est totalement pas officielle. C'est ce qu'on appelle l'économie au noir. Elle était de 50 ou 45% en 2000, elle est aujourd'hui officiellement elle serait de 25%, il y a un mieux. Mais donc il y a énormément de Russes qui vivent dans le système de la débrouille, qui sont dans un pan de l'économie pas officielle, et ils sont peut-être dans ces statistiques. Officiellement, ils ont peu de revenus, mais officiellement, ils en auraient un peu plus. Et puis, il y a encore 30% de la population qui vit en campagne et qui est dans un système de quasi-autosuffisance alimentaire. Je rappelle aussi une autre statistique, c'est que 50% des Russes n'achètent pas 50% de leur consommation en nourriture et eau. Donc, il y a quand même, la Russie n'est pas un pays riche au sens que la population russe n'est pas riche comme on l'entend en Europe de l'Ouest, mais elle est beaucoup moins endettée. Elle a structurellement, de par le marché, la taille du pays, elle a beaucoup plus des capacités de résilience et d'encaisser des baisses de revenus. Ça ne touchera pas ses besoins primaires qui sont alimentaires, contrairement à l'Europe. Voilà. Et puis, je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Diana, c'est important, c'est que de toute façon, les taux de pauvreté de 13%, statistiquement, c'est toujours trop, mais c'est l'équivalent de la France. C'est moins que l'Amérique, on est à près de 15%. C'est moins que la Grèce, on est à 25%. Donc, effectivement, le pouvoir d'achat des Russes n'est pas élevé en valeur euro tel qu'on considère d'Europe. Mais l'État est riche, la population n'est pas endettée, un quart des Russes n'ont pas de compte en banque, donc il y a quand même une grande partie de la population qui échappe à tout ça. Par conséquent, c'est plutôt faux. Merci beaucoup. Et le deuxième mythe, c'est que tout se passe à Moscou, qui est un État dans l'État. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement, Moscou concentre les sièges des grandes entreprises, c'est la capitale politique et économique, c'est 10% de la population du pays, mais 25% du PIB, donc c'est vraiment la ville qui concentre la richesse. Ça c'est sûr. Mais ce qu'on constate, c'est que sur la longue durée historique, c'est que Moscou garde toujours sa position de pôle économique et politique, ça c'est sûr, même s'il y a eu des discussions pour délocaliser la capitale politique en Sibérie récemment, voire en Extrême-Orient. Mais la tendance d'urbanisation de la Russie fait que de plus en plus, il y a des capitales régionales qui sont en train d'aspirer leurs villes périphériques, et par conséquent, Saint-Pétersbourg est passé a vu sa population augmenter de près de 10 ou 15% au cours des 5-6 dernières années. Novosibirsk se développe. Vladivostok, sa population augmentée, et c'est devenu maintenant la deuxième ville du pays au même niveau que Saint-Pétersbourg pour les plages de salaire. Donc, il est possible et plausible que dans la décennie qui vient, en fait, l'urbanisation de la Russie prenne la forme suivante, c'est qu'il y aura une dizaine de très grosses villes qui va concentrer
25% ou 30% de la population du pays et donc 50-60% des richesses. Donc effectivement, ça se passe encore à Moscou, mais l'idée qu'il y avait avant, c'est que Moscou était riche et le reste était pauvre, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la richesse à Samara, il y a de la richesse à Novosibirsk, il y a de la richesse à Tyumen, il y a de la richesse à Vladivostok. Donc vraiment, les capitales régionales se développent. Merci. Le troisième mythe est que, comme les provinces sont plus pauvres, il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible. Est-ce que c'est vrai? C'est plutôt faux. C'est plutôt faux. Il y a, je pense, deux raisons principales. La première, c'est que les gens compétents de province sont quand même, sur la dernière décennie, plutôt venus travailler à Moscou, voire à Saint-Pétersbourg. Donc, ça fait qu'il y a une fuite des cerveaux. On aime bien ce terme en Europe, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux intra-Russie, elle est partie de province, elle est venue à Moscou. La deuxième chose, c'est que du point de vue des entreprises étrangères qui vont être amenées à chercher des gens avec des diplômes, la langue anglaise, c'est sûr qu'ils sont hyper concentrés sur Moscou et Saint-Pétersbourg et ils sont beaucoup plus difficiles à trouver, plus pénuriques même dans les grandes villes de province. Après, il y a aussi un facteur plus sociologique, c'est que clairement, un Russe de province qui vient s'installer à Moscou, donc un migrant interne, il a besoin de survivre à Moscou. Il faut payer le loyer, payer la nourriture, payer ci, payer ça. Donc il est dans une grande ville chère. Il arrive d'une province plus pauvre, il arrive dans une grande ville chère, il a besoin de se battre, il a faim, il a besoin de survivre. Si vous prenez au hasard une ville comme Samara, prenons l'exemple de Samara, cette magnifique ville. Donc, vous avez des candidats qui sont implantés à Samara depuis 2-3 générations en famille. Souvent, ils ont déjà un appartement de famille. Si ils ont des compétences, ils ont un travail. Et par conséquent, un foyer classique, c'est un homme, une femme, un enfant à Samara. 2 familles de Samara, donc avec les parents et les grands-parents qui sont en renfort structurel, logistique, alimentaire avec 1 ou 2 dachas de famille. Et par conséquent, ces gens-là, ils ont une qualité de vie, un pouvoir d'achat qui est très élevé à Samara, même si leur salaire est beaucoup plus faible que celui qu'ils auraient à Moscou. Donc, ces gens-là, s'ils travaillent déjà, pour les chasser, c'est compliqué puisqu'ils travaillent, ils sont dans une position agréable, leur niveau de vie est bon, et ils ont peut-être pas de raison de venir changer la situation qui est la leur. Donc, je dirais plutôt faux. C'est une erreur de penser que en province, ce sera moins cher et ce sera plus facile. Déjà, c'est plus loin, c'est plus compliqué à manager. Il y a un petit choc culturel un peu plus fort qu'à Moscou. Et les très bons sont en poste ou sont courtisés, donc ils vont vite coûter cher. Le quatrième mythe, c'est que les Russes ne veulent travailler que pour les sociétés étrangères. Alors ça, c'est plutôt faux. C'était vrai entre 1998 et on va dire peut-être 2008. C'était vrai parce que il y a une raison très simple à cela. Le marché de l'économie russe n'était pas formé. Les entreprises étrangères sont arrivées avec des méthodes, des process, des modes opératoires de compliance avec leur siège en Europe ou en Occident pour tout ce qui est de la relation avec l'employé, le traitement de l'employé, etc. Donc, effectivement, il y avait une logique à vouloir des candidats russes à vouloir aller travailler dans une entreprise étrangère, c'était prestigieux, on apprenait à travailler, on était bien traité, il y avait des possibilités de carrière, il y avait une dynamique plausiblement de business sur le long terme, donc tout ce qu'il n'y avait pas dans l'écosystème des entreprises russes à l'époque. Mais ça s'est très rapidement inversé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les entreprises russes deviennent de plus en plus compliant sur un tas de dimensions, qu'elles payent mieux que les entreprises étrangères, ça c'est un facteur clé, et que l'argent est très important pour les candidats russes, et que aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises russes qui sont devenues leaders dans leur domaine sur le marché russe. Donc aller travailler pour la gloire, pour une entreprise occidentale et pour une entreprise et un nom, une marque, c'est en train de passer de mœurs. Et puis aussi, il faut bien comprendre que globalement, les candidats russes sont sensibles à la taille de l'entreprise. Donc une grande entreprise est séduisante, une petite entreprise l'est pas. Et les grandes entreprises en Russie, ça reste les entreprises russes. Donc il y a beaucoup moins d'émotions, d'excitation et de volonté d'absolument vouloir travailler pour une entreprise étrangère européenne aujourd'hui que c'était le cas il y a 10 ans. C'est en train de passer de mode et ça s'inverse. Merci. Et on passe au mythe suivant, qui est que les candidats russes ne sont pas modernes. Alors c'est totalement faux. Vraiment, si on parle des gens qui sont nés après 1970, les gens jusqu'à 45 ans, à peu près 45 ans, un peu moins de 50 ans, ils sont extrêmement modernes. Et les jeunes encore plus. Les Russes sont technophiles, ils sont extrêmement
consommateurs et fans de réseaux sociaux, de messagerie. Ils n'ont aucun complexe à utiliser ces outils pour le travail. Ils n'ont aucun complexe à utiliser ces outils pour la recherche de travail ou à communiquer avec les entreprises par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des messages. Ils sont extrêmement modernes. Ils sont extrêmement capables. Par exemple, nous utilisons un système de vidéo interview différé, asynchrone, qui permet d'enregistrer un candidat répondant à 5 questions pour l'évaluer sur l'attitude, un niveau de langue, sa façon de se tenir, etc. Et on a vraiment des candidats russes de 30, 35 ans qui font, 40 ans même, qui font des interviews qui sont juste des bijoux. C'est esthétique, c'est de l'art, c'est presque théâtral. C'est confortable pour eux d'utiliser ces outils. Et là, je pense que non, c'est totalement faux. Les candidats russes sont très modernes et très technophiles. Merci beaucoup. Le mythe suivant, c'est qu'en Russie, les sphères personnelles et privées sont séparées qu'en Europe. Alors c'est faux, c'est très très différent de l'Europe. Ça c'est un choc culturel très important pour les étrangers. En Russie, la sphère personnelle et la sphère professionnelle sont totalement mélangées. C'est vraiment terrible. On rentre dans une entreprise dans laquelle généralement on ne reste pas longtemps. On devient très copain avec ses collègues. On rentre sur des relations personnelles de façon extrêmement profonde. On tombe amoureux de ses collègues, on vit avec ses collègues, on se sépare de ses collègues, on sort avec ses collègues, on sait leur vie personnelle, ils savent notre vie personnelle, on parle de personnel à haute voix au travail et donc c'est pas caché. Donc là vraiment on est sur deux sphères qui sont extrêmement mêlées et proches. En France c'est très différent. Parlons de la France par exemple. Une discussion récemment avec un directeur international d'un gros groupe français et il me disait ça fait 15 ans que je travaille avec mon collègue et je viens d'apprendre qu'il était marié avec une femme de telle origine qui s'appelle ça. Donc c'est vraiment en France je pense qu'on split beaucoup plus et en Russie c'est extrêmement mêlé et ça c'est vraiment un choc culturel pour les étrangers qui viennent travailler et manager les employés russes. Merci beaucoup. Le mythe suivant, c'est que les candidats russes sont loyaux aux entreprises comme en Europe. Alors c'est faux, totalement, c'est faux. En fait, en Europe, en France par exemple, il y a effectivement une culture de loyauté à la marque et à l'entreprise en tant qu'employeur et donneur de salaire. Il y a évidemment en France cette culture des grèves, des manifestations, etc. Mais globalement, il y a cette culture de loyauté un peu plus ancrée, due au fait que le chômage est plus haut et que donc on a aussi plus peur de perdre son travail. Mais globalement, on est loyal à l'entreprise. En Russie, les employés russes sont peu loyaux à l'entreprise. C'est aussi dû au fait que dans l'écosystème russe, il y a une très faible culture de développement de la marque employeur par les entreprises. Mais globalement, les employés russes sont plutôt loyaux à leur manager, à l'homme. Donc c'est une relation on revient sur une relation plus personnelle. On revient sur du personnel, c'est l'homme. Et on revient sur le personnel, sur les équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on est loyal à ses collègues. On est bien avec ses collègues. Et ça, c'est absolument extraordinaire d'entendre des candidats russes qui prennent un travail pour collectif, pour un salaire, etc. Et qui après, parce qu'il y a une période de crise, les entreprises sont plus payées, mais restent travailler, pas payés dans l'entreprise parce qu'ils sont bien avec leurs collègues et ils soutiennent. Ou voilà, une discussion que j'ai vue récemment avec un manager qui m'avait expliqué que il avait une équipe russe, il leur a dit, de 10 personnes, il leur a dit, écoutez, c'est la crise, il faut que j'ai moins de charges, donc je vais devoir me séparer de 2 personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le collectif a dit, non, virez personne, baissez-nous nos salaires à tous, et comme ça, on garde tout le monde ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument très différent de la France ou de l'Europe. Donc, non, les employés russes sont loyaux à leurs collègues et à leurs managers en tant qu'hommes, donc au collectif, sur une base assez personnelle. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'en Russie, c'est très fréquent, lorsqu'un manager part d'une entreprise, il part avec ses équipes et il change de domaine d'activité, il change d'entreprise et il part avec son staff. Et le nouveau manager qui arrive généralement, lui, il vire les équipes et il vient avec son équipe qui remplace. Donc ça, c'est des dynamiques très très différentes de celles qu'on connaît en Europe. Merci beaucoup. Et dis-nous s'il te plaît, est-ce qu'il est facile de manager les Russes? Non. C'est faux. Il est difficile de manager des Russes. D'un point de vue européen et français, occidental, il est extrêmement difficile de manager des Russes. C'est logique. Il y a une raison toute simple, c'est que la culture de management russe est non existante. On est passé de l'Union soviétique avec un système assez vertical
un système déstructuré de Russie post-1992, donc post-fin de l'Union soviétique, et donc avec une tradition de management très verticale, le directeur, la direction contrôle tout, sait tout, fait tout, et les employés sont sur des dynamiques des postes extrêmement figuratifs. Donc ça a créé un effet permanent qui est que les employés ont pris cette habitude. Donc effectivement, ils attendent de leur manager russe des ordres, de la verticalité. Effectivement, il y a vraiment là-dessus une culture de management extrêmement verticale, extrêmement forte, et c'est très dur à comprendre pour un Européen, parce que en Europe, on tend à se diriger vers une espèce de dynamique d'entreprise libérée, en donnant un maximum d'autonomie, on va dire, aux employés. En Russie, c'est pas ce qui est attendu. Et puis autre chose, c'est que vraiment important, c'est que il n'y a pas de culture de petite entreprise en Russie. La petite entreprise en Europe, c'est la TPE, la PME, c'est là où on est obligé d'être autonome. Il y a des prises de décision qui sont permanentes, tous les jours, instantanées. Il faut toujours prendre une décision pour survivre, etc. Donc là, on a besoin de quelqu'un d'autonome. Cette petite entreprise n'existe pas en Russie, dans l'écosystème. Donc, il y a un écosystème qui, en fait, également, parce que c'est des grosses entreprises très verticales, elles ne sont pas favorables à l'émergence d'une culture d'autonomie des employés. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et dis-nous s'il te plaît si les candidats russes sont mobiles. Alors oui, les candidats russes, c'est vrai, les candidats russes sont plutôt mobiles, puisque faut bien comprendre de quoi on parle. Quand vous délocalisez quelqu'un de Vladivostok pour aller travailler à Saint-Pétersbourg, il fait 8000 km. C'est quand même une sacrée échelle, c'est 6 fuseaux horaires, 7 fuseaux horaires, je sais pas, donc c'est vraiment immense. Et puis voilà, on travaille dans le recrutement, on voit des parcours de candidats incroyables, de gens qui nous disent ouais, je suis originaire de Magadan et j'ai travaillé d'abord à Perm, ça fait une route. Après, je suis parti en Ukraine, je suis retourné à Mourmansk. Maintenant, je suis en banlieue de Moscou. Donc, il y a des journées, enfin des parcours d'employés et de candidats qui ont fait des dizaines de milliers de kilomètres vraiment qui sont et qui ont traversé le pays. Donc, il y a une capacité et une aptitude à une mobilité énorme au sein de l'espace russe. Mais effectivement, le système est fait de cette façon que il y a des complexités administratives, il y a des difficultés de logement dans les grandes villes, il y a des difficultés d'enregistrement. Donc il y a un environnement administratif, un écosystème administratif qui est lourd et pesant. Alors sur un individu pas trop, mais dès qu'il y a une famille et qu'il y a des obligations de propiska, d'enregistrement des enfants à l'école, etc. Effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué de bouger une famille. Donc, ils sont mobiles, mais le système ne les aide pas à être mobiles, effectivement. Et ça, c'est sans doute aussi, Diana, on reviendra sur ce sujet, mais c'est vraiment sans doute quelque chose qui freine en fait le développement de l'économie. C'est ces obligations en fait d'ancrage administratif sur des zones qui après en fait empêchent les gens de bouger, d'aller développer d'autres régions. Alors Alexandre, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces mythes sur le marché de l'emploi russe. Merci Diana et merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Hatsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui et à liker cette émission si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes que vous souhaiteriez nous voir aborder en commentaire ci-dessous. Nous tâcherons de faire des vidéos sur ces thématiques. Merci beaucoup.